Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, salam alaikum, marhaba bikoum, accès libre sur Radio M et Radio M Post. Dans la série consacrée dans accès libre à la littérature, nous poursuivons le débat après Hajar Bali, après Salah Badis. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce samedi 1er février 2020, Kautar Adimi. Marhaba bik Kautar. Merci, bonjour. Enfin, on est arrivé à vous avoir, parce que c'était prévu pour le SILA. Oui, Salon international du livre au mois d'octobre, mais ce n'était pas possible. Mais vous êtes quand même venu. Je rappelle que vous avez animé un débat à la faveur de la tenue de la Nuit des idées à l'Institut français à Alger. C'était jeudi plutôt 30 janvier. Et vous êtes ici avec nous donc pour discuter notamment de votre dernier roman, Les Petits de décembre. Ce livre est paru aux éditions Barzakh à Alger et aux éditions Seuil. Le livre est sorti en septembre, donc à l'automne 2019. C'est une histoire qui se passe apparemment inspirée de faits réels, n'est-ce pas, Kautar? À la cité du 11 décembre. Avant ça, je vous rappelle que Kautar Adimi a quand même à son actif déjà 4 romans. Le premier, c'était Ballerine de Papicha en 2010, changé en France l'envers des autres. On en parlera tout à l'heure. Des pierres dans ma poche, c'était le deuxième roman en 2016. Et puis Nos richesses, qui est paru en 2017. Nos richesses, qui parle d'une librairie à Alger, on en reviendra. Et le dernier, donc c'est Les Petits de décembre. C'est une histoire qui se passe en février 2016 à Del Ibrahim, c'est un quartier d'Alger, à l'ouest d'Alger. Tout commence par un affrontement entre 2 généraux et une poignée d'enfants. Les enfants qui font donc la révolution à leur manière. Parlez-nous un peu de cette histoire, Kautar, Les Petits de décembre. Décembre, ça nous rappelle 11 décembre en Algérie, 1960, les manifestations des Algériens pour l'indépendance du pays. Tout à fait. Et donc dans cet endroit à l'ouest d'Alger, il y a une cité de maisons plus ou moins grandes, plus ou moins belles. Et au centre de cette cité, il y a un terrain vague, qui est un terrain vague depuis 20 ou 30 ans, sous lequel passaient les tuyaux de gaz. Donc on ne pouvait pas construire dessus, donc c'était destiné à rester un terrain vague. Et un jour, les enfants l'ont nettoyé, ils ont bricolé des buts de fortune, un faux tracé. Pendant une vingtaine d'années, tous les enfants du quartier, de la commune, du coin venaient jouer des matchs de foot sur ce terrain-là. Et puis un matin, 2 hommes arrivent avec des plans à la main. Les tuyaux de gaz ne passent plus sur le terrain, il est devenu constructible. Ils ont acheté le terrain, on leur a dit qu'il n'y avait pas d'objection à ce qu'ils l'achètent, il n'y avait rien dessus. Ils l'ont acheté pour construire des maisons, des villages jumelles. Et ils ne savent pas que c'est un terrain de football, que les enfants ils sont extrêmement attachés. Et donc, dès qu'ils arrivent et qu'ils expliquent leur projet, très vite, il y a une bagarre avec les jeunes du quartier. Ils se font arrêter. Les généraux, puisqu'il s'agit effectivement de hauts gradés, déposent plainte. Et ils pensent que cette petite révolte est matée, sauf que quelques jours plus tard, des enfants s'installent sur le terrain, ils sont tout petits, ils ont une dizaine d'années, ils sont une quarantaine de gamins, et ils décident qu'ils ne quitteront pas le terrain, que c'est leur terrain de football, et qu'il est hors de question que qui que ce soit y construise quoi que ce soit. Et ces enfants qui osent affronter des généraux, les enfants n'ont rien à craindre, on le sait. Et face à eux, bien sûr, les généraux ne peuvent rien faire, parce qu'on ne peut pas arrêter les enfants, on ne peut pas les accuser de terrorisme, etc. On ne peut rien faire, et c'est un peu ce que je souhaitais moi, c'est pour ça que ce sont des enfants qui mènent le combat, c'est que je voulais qu'on puisse rien leur faire et rien leur reprocher. On ne peut pas leur dire qu'ils sont manipulés, on peut pas les acheter, on ne peut pas les convaincre de quoi que ce soit, et de toute façon, la parole n'est pas possible avec les enfants, puisqu'ils ont créé un monde qui leur est propre sur ce terrain-là, et ils refusent tout simplement de le quitter. Ils disent c'est notre terrain de football, on joue ici depuis des années, nos grands frères y jouaient avant nous, nos copains, etc. On ne lâchera pas le terrain. Oui. Et en face, il y a effectivement ces officiers qui sont complètement démunis face à cette révolte de tout petits individus qui n'ont pas du tout l'habitude de calculer ou de voir, etc. Et donc, ils sont face à une situation complètement
absurde, incroyable, qu'ils n'imaginaient pas un seul instant. Les enfants, eux, tiennent tête à tout le monde, et pas que aux propriétaires du terrain, mais aussi à leurs propres parents qui essaient de les convaincre de quitter le terrain. Et leurs parents, en l'occurrence, eux, souhaitent régler la situation le plus vite possible. Le terrain, ils s'en fichent complètement. Ils essayent même de profiter de la situation, puisque eux souhaitent goudronner les routes qui mènent jusqu'à leur maison. Ils se disent, c'est peut-être l'occasion de pouvoir dealer quelque chose, le terrain contre le goudron qui mène à nos maisons. Oui, donc la cité est une cité militaire. Oui et non, parce qu'en fait, c'est une cité qui, à la base, était à la propriété du ministère de la Défense, qui donc avait ces terrains-là, les a vendus à des militaires, mais qui eux-mêmes ensuite l'ont revendu à d'autres personnes qui n'étaient pas militaires. Donc en fait, cohabitent beaucoup de populations différentes au sein de cette cité-là, qui n'est pas du tout fermée, elle est ouverte aux 4 vents, et il y a d'ailleurs plein d'entrées possibles dans cette cité-là, il y en a 2 ou 3 au moins, et donc en fait c'est un lieu un peu étrange où effectivement il y a beaucoup d'anciens militaires ou des militaires actuels, mais aussi des gens qui ont d'autres métiers, d'autres fonctions. Donc, ce qui est sûr, c'est que le terrain existe. Le terrain existait. Ouais. Il a existé. Et donc, et les enfants donc apprennent. Mais il y a aussi les enfants sont aidés par une vieille femme. Par une vieille dame qui s'appelle Adila. Adila, oui. Qui effectivement est une ancienne moudjahida, qui a une toute petite maison en face du terrain, et dont la petite fille Inès joue au foot sur ce terrain. Elle joue même mieux que tous les garçons. Ouais. C'est une petite fille extrêmement volontaire, très dynamique, Comme etc. quoi, le football n'est pas uniquement masculin. Ah non, elle n'est pas uniquement masculin. Et Adila, c'est une ancienne moudjahida. Et lorsque les enfants décident d'occuper le terrain, elle va tout de suite les aider. C'est la seule adulte d'ailleurs qui ose monter, c'est l'une des seules adultes qui ose monter sur le terrain, qui va aider les enfants, qui les protège, qui aussi relaie tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Et est-ce que c'est une manière de dire qu'il n'y a quand même pas rupture totale entre les générations? Non, il n'y a pas rupture totale entre les générations, puisque Adila fait vraiment le lien entre le passé et le futur que sont les enfants. Mais pour moi, il y a surtout mésentente entre les générations. Et puis, ils n'attendent pas les mêmes choses, ils ne veulent pas les mêmes choses. La génération, enfin, dans la façon dont j'ai construit le roman, la génération des parents, elle, c'est une génération qui considère que c'est son moment. Et que ses enfants... En fait, il va vraiment y avoir une espèce de jalousie qui va se créer entre les parents et les enfants, parce que les enfants vont devenir un peu des petites stars dans le pays, puisque en occupant le terrain, l'information va être relayée partout, tout le monde va en parler, dans les marchés, dans les casernes, on en parle même au Maroc, en Tunisie, l'information circule très très vite sur les réseaux sociaux, et donc ils vont devenir un peu des petites stars. On va les appeler les petits décembre, ceux qui font la révolution, ceux qui se révoltent, tout le monde les aime parce que c'est des enfants, parce que voilà, qui osaient affronter des généraux, etc. Donc tout le monde a beaucoup d'affection pour ces petits, puis tout le monde les enfants ne leur reprochent rien, quoi. Et donc eux, ils vont être extrêmement jaloux parce que ils disent avant nous c'était nos parents, nos aînés, ceux qui ont fait la guerre d'indépendance, maintenant ce sont nos enfants. Et donc nous, est-ce qu'on est voué à n'être qu'une génération charnière, c'est-à-dire une espèce de passage, ceux qui passent le relais simplement, et on n'existe pas, on n'existera donc jamais. Et ça, ce petit sentiment-là de jalousie va grandir de plus en plus. Et donc ce combat-là des enfants va devenir un point noir pour eux, et ils vont vouloir l'arrêter coûte que coûte. Donc c'est aussi, en lisant votre roman, Kautar, Les Petits de Décembre, on sent quand même qu'il y a quand même des reproches que vous faites à une certaine génération. Une génération qui n'a pas su faire changer les choses. Je penserais au colonel Mohammed, par exemple, qui sait que quelque part, les enfants ont raison, mais il ne fait rien pour les aider, il passe à côté, il commente. C'était pas tant un reproche que peut-être de rappeler un peu la nature humaine, qui est de... Je pense en tout cas dans le roman, qui était de dire que les personnages des enfants peuvent embrasser une grande cause, qui est celle de la défense d'un lieu commun, qui est celui du terrain, de la collectivité, puisque même les enfants qui vont venir sur le terrain, ils jouent pas tous au foot, mais ils veulent tous participer à la défense de ce terrain-là, parce que c'est important pour les autres enfants. Donc il y a quelque chose de très sain, de très beau, etc. Et les parents, eux, sont plutôt dans quelque chose de très personnel, d'individuel. Moi, je veux exister en tant que personne, je veux être valorisé. Ils ne sont pas dans le collectif. Ils ne sont pas dans le collectif.
Mais c'est humain et c'est ce que deviennent les enfants en grandissant, deviennent des adultes qui deviennent individualistes. Et en fait, c'est ce qui permet le monde de l'enfance. C'est un collectif très beau, qui peut vraiment lutter contre l'injustice parce que l'enfant ne comprend pas l'injustice, il n'accepte pas l'injustice. Un enfant à qui il arrive quelque chose d'injuste, il va vous en parler tous les jours, tous les mois, tous les ans. 3 ans plus tard, il va encore vous dire mais ce jour-là, il s'est passé ça et ça reste vraiment dans le cœur. Un adulte s'est habitué à l'injustice. Il en a vécu plein des injustices. Et c'est un peu ce que disent les adultes dans ce roman-là. Ils disent mais en fait, c'est ça le pays, c'est injuste, mais c'est comme ça en fait. Comme ça, voilà. On laisse les choses telles qu'elles sont. Ou alors, pour lutter, il faut lutter tout doucement. Le changement, il vient doucement. Il faut l'accompagner, il faut le préparer, il faut que ce soit tout doucement. On ne lutte pas avec ses poings. Ils le disent à un moment, on ne lutte pas avec ses poings, on ne lutte pas en occupant des terrains illégalement. Parce que le cœur du problème, c'est aussi que ce terrain-là appartient à ces généraux. Ils ont des actes de propriété. Ils ne l'ont pas volé, ils ne l'ont pas pris. Ils l'ont acheté. Et donc, ils ont le droit d'y construire leur maison. Et donc, les parents disent, mais eux ont le droit. Et les enfants disent, mais ils ne peuvent pas avoir tous les droits. Ils ont déjà tout. Pourquoi est-ce qu'ils nous prennent ce terrain? Donc, la discussion est impossible parce qu'il y en a qui sont rationnels et qui sont sur la rationalité, mais aussi l'habitude d'un certain fonctionnement. Et en face, on a des jeunes qui sont sur on doit tout changer, il faut que tout doit être changé, c'est maintenant. Et justement, le colonel Mohamed a créé un parti pour changer les choses. Lui, il croit au changement à travers le combat politique. Il croit au changement à travers le politique, puis il croit surtout au changement à travers sa génération. Et donc, ça ne peut pas venir des enfants. À aucun moment, un changement, pour lui en tout cas, à aucun moment, un changement ne viendra des enfants ou des jeunes. Ce n'est pas possible. Sauf que l'histoire, dans le roman, lui donne tort. Et le changement vient des enfants. Et donc, il a, par exemple, une discussion avec son meilleur ami qui lui dit, mais regarde ce qu'ils ont fait, nous, on n'a jamais réussi à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il cherche des raisons pour expliquer ça. Il dit, oui, mais nous, il y a eu le terrorisme, nous, il y a eu ça. Et son ami lui dit en riant, mais regarde, tu réponds comme nos grands-parents répondaient en disant, oui, mais nous, il y a eu le colonialisme. On ne peut pas à chaque fois dire, oui, mais nous, il y a eu ça. On reporte les combats. Et, voilà. Et ce qui est bien avec ces enfants, c'est qu'ils y vont et ils se battent pour quelque chose d'important. Et alors oui, ça n'a pas l'air important pour nous, adultes, puisqu'un terrain de football n'est peut-être pas la chose la plus importante du monde quand on est adulte. Mais pour eux, c'est important. Et ils se battent. Et ça, il faut le reconnaître. Et il faut valoriser ce combat. Mais les parents ne valorisent pas le combat des enfants dans le roman. À aucun moment, ils ne les protègent, ni ne les accompagnent, ni ne les aident, à part 2 ou 3 exceptions, comme Adela. Comme Adela qui a fait l'exception donc en soutenant les enfants qui dépossèdent quand même les généraux des armes, de leurs armes, à un moment donné. Qui va, en fait, pas elle, les jeunes, effectivement, les jeunes, quand ils se battent, etc. Et d'ailleurs, ils vont tous à la gendarmerie pour s'expliquer. Elle-même, les gendarmes l'embarquent parce qu'elle a fait acte de violence. Elle est embarquée de façon très normale. Sauf qu'une fois là, ils se rendent compte qu'ils ont face à eux une immense ancienne moudjahide. Donc ils n'osent rien faire puisque elle a un peu elle aussi un statut très particulier. Elle a un statut d'intouchable. Elle est une femme qui a combattu la France, qui a été torturée. Vous pensez à qui là? Ah non, à personne. Alors on m'a beaucoup dit c'est un peu Jamila Mohamed. Moi c'est pas Jamila Mohamed. Non. Et puis si un jour si j'avais écrire sur Jamila, honnêtement je pense que elle mériterait un livre ou 10 livres à elle toute seule et pas qu'on cache son nom. Non, pas du tout. J'ai vraiment pas pensé à Jamila Mohamed. J'avais juste envie de me dire que si je devais mettre des personnes un peu intouchables dans la société actuelle, ça serait qui? Et j'ai pensé que ça pouvait être des enfants et une ancienne moudjahida. Ancienne moudjahida. Est-ce que c'est pas aussi le procès d'une certaine génération qui aurait échoué? Parce que la génération qui est là, c'est les 50-60, ceux qui devaient gérer l'Algérie aux années 70, 80, 90, et puis il y a toujours eu l'ancienne génération de l'indépendance. En fait, c'est une génération qui, je sais pas, ça serait peut-être un peu dur de dire qu'ils ont échoué, mais en tout cas, qui n'ont pas eu la possibilité d'essayer. Et c'est un peu le problème d'ailleurs pour eux, c'est qu'on n'a pas arrêté de leur dire c'est pas le moment. Les années 60, c'était vraiment trop tôt, c'est les anciens. Et on leur a toujours dit mais non, mais il y a ceux qui ont fait la guerre, c'est pas le moment. Ensuite, c'est le terrorisme, ce n'est pas le moment du tout de changer, quoi que ce soit. Et donc là, pour eux, c'était le moment, et c'était leur moment. Et leur moment leur est volé par leurs enfants. Ça, c'est le grand drame des parents dans le roman, c'est que leur moment leur est vraiment confisqué par leurs propres enfants. Et ils veulent en être, et ils veulent que ce soit
soit eux. Et ce n'est pas acceptable que les enfants prennent la place des parents. Mais ce que je disais lors de la rencontre jeudi soir, mais c'est une réflexion vieille comme le monde. Il faut tuer ses parents pour pouvoir exister. Et c'est un peu ce que font les enfants. Ils tuent leurs parents pour pouvoir exister. Donc, ils s'affranchissent des règles des parents. Ils vont occuper le terrain. Et d'ailleurs, ils savent que ce qu'ils font, leurs parents n'accepteront jamais. Ils partent la nuit, ils partent au petit matin. Les parents essayent de les convaincre, mais ils décident que les parents n'ont plus la possibilité de décider pour eux, alors qu'ils sont encore tout petits, ils ont 10-11 ans, et qu'ils ne quitteront pas le terrain. C'est une rébellion. C'est une rébellion des enfants à l'égard de la société, mais aussi à l'égard de leurs parents. De leurs parents. Et le livre a été écrit bien en avant le mouvement de contestation. Il a été écrit. L'idée, je l'ai eue en 2016. En 2016. J'ai eu l'idée en 2016 que je venais d'Alger, je rentrais à Alger pour mon précédent roman que j'étais en train d'écrire, et je l'ai commencé à ce moment-là. Et je me souviens même avoir emmené Selma sur le lieu, etc., pour lui parler du livre. Selma Hallal, qui est directrice. Mon éditrice. Édition Bergerac. Oui, le livre, je le terminais en fin février, j'étais en train de le finir. Il était imprimé en avril, quoi. Donc, Puisqu'il sort en France, la rentrée littéraire est un grand raout. Donc en janvier, les éditeurs veulent savoir ce qu'ils publient en septembre. En mars, ils veulent les épreuves finies. Mais vous avez senti quand même ce vent de révolte déjà en 2016. J'ai pas senti un vent de révolte comme ça. De colère, non. À chaque fois, on me dit mais ça a été visionnaire. Non, c'est pas vrai du tout. Simplement, ce que moi j'avais vu, c'était plutôt un engagement plus fort de la part des gens. Par exemple, et ça m'avait beaucoup frappé, ce musicien Didouche Molat qui avait été arrêté. Ouais. Et alors qu'il a été arrêté ne m'a pas beaucoup frappé, mais que le lendemain il y ait un appel sur les réseaux sociaux et que tous les musiciens amateurs professionnels soient sortis dans la rue. Moi je trouvais qu'il y avait un espèce de ras-le-bol de cette injustice qui tombe comme ça, mais aussi une envie de se rassembler, de sortir dans la rue, de se réapproprier les rues. C'est ce qui m'avait donné envie d'écrire ce livre-là, c'est ce sentiment-là. Après, j'avais pas du tout conscience de ce qui allait se passer, évidemment, ça serait complètement faux de le dire. Et puis, à vrai dire, quand le Hirak a commencé, moi, j'ai terminé mon roman. La fin est écrite depuis très longtemps, mais j'étais contente de l'avoir écrit à ce moment-là et d'être en train de le finir, parce qu'en fait, j'avais tellement peur de la perméabilité entre l'actualité et la narration. J'avais peur de me faire polluer, d'avoir envie de tout changer dans mon livre parce que ce qui se passait en Algérie était tellement incroyable, puissant, extraordinaire, etc. J'ai eu tellement peur de tout ça que j'étais quand même contente d'avoir écrit la fin depuis longtemps, contente d'avoir quand même structuré déjà mon livre et contente que le livre aille vivre sa vie avant, je savais pas qu'on allait être champion d'Afrique, je savais pas que les élections auraient lieu en décembre, enfin tout ça évidemment a eu lieu après, mais j'étais contente que mon livre ait déjà été créé. Ouais. Votre éditeur dit dans le 4e couverture que c'est un texte hommage à l'innocence perdue. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est toujours dur les 4e de couverture, mais non, c'est vrai, c'est toujours un exercice difficile. Je trouve ça toujours bien que ce soit l'éditeur qui le fasse et pas l'auteur. L'innocence perdue des adultes, oui, en tout cas. Les adultes ou des enfants ? Les enfants ont leur innocence, elle n'est pas perdue. Ouais. Mais à la fin du livre, les enfants ont grandi, ils ne sont plus les mêmes. Il y a eu, c'est un roman d'apprentissage, c'est dans la grande tradition des romans d'apprentissage. Il se passe quelque chose chez l'enfant, il apprend de la vie, il apprend que l'injustice fait partie de la vie, il grandit d'un coup parce qu'il en est obligé. Donc il y a une innocence qui est perdue pour les parents dès le début, mais il y a une innocence qui se perd pour les enfants à la fin du livre. Mais ils retiennent quelque chose. La fin du roman, c'est pas une fin hollywoodienne. Le terrain, ils le gardent pas, évidemment. Rien, oui, c'est vrai. Mais la fin n'est pas complètement négative non plus. Mais c'est pas non plus une horrible fin. C'est une fin pleine d'espoir. C'est une fin pleine de courage, je trouve. C'est une fin héroïque pour les enfants. Et moi, je tenais beaucoup à leur donner un passage rien que pour eux. C'est pour ça que la fin est en italique, que c'est les enfants qui parlent, que c'est les enfants qui disent ce qui se passe désormais, ce qui va se passer pour eux. Et justement, c'est également une histoire de football, parce que le football, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. On est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Donc le football est aussi à sa présence, c'est parce que le football rassemble aussi. Alors moi, le football, c'est un truc que vous trouverez dans presque
tous mes textes. Vous aimez le football, sûrement. Ah oui, non, mais alors moi, je jouais toute petite au foot avec mes frères. Donc, c'est vraiment... c'est quelque chose qui... Et vous étiez bonne joueuse. Non, j'étais vraiment terrible. Ils me mettaient dans les buts pour que j'attrape les balles et puis eux jouaient vraiment leur match, quoi. Tu étais gardien de but. Voilà. Mais non, mais parce que je trouve que l'histoire du foot algérien est fascinante. C'est même la création de l'équipe de foot du FLN est une histoire, mais romanesque au possible. Le match avec l'Allemagne et aussi le match de la honte de 82. 1982, dans la Coupe du Monde en Espagne. J'ai écrit un texte sur ça aussi. On a gagné le match contre l'Allemagne. On a gagné le match contre l'Allemagne, mais après, ils ont fait le match de la honte où ils ont refusé de jouer, se passer les balles, etc. À cause de ça, la FIFA a changé. Et la FIFA a changé le règlement à cause de ça. C'est extraordinaire. Et donc, moi, j'ai fait un texte là-dessus. Dans le 6e œuf, dans le recueil de nouvelles qui est paru chez Beaux-Arts, Alger, quand la ville dort, j'avais aussi fait un texte sur le match Algérie-Égypte, le fameux match. Ouais. Donc, non, j'ai souvent fait j'ai fait un texte là pour le Mucem à Marseille, aussi sur un match de foot France-Algérie. J'ai fait pas mal de textes en fait sur le football, parce que je trouve on m'a demandé un jour, est-ce que le football est politique, et j'y avais beaucoup réfléchi à cette question, et en fait je m'étais dit, mais le football n'est pas toujours politique, mais en Algérie il l'est pas assez souvent en fait, et c'est vrai que les chants de contestation sont aussi beaucoup nés dans les tribunes et dans les stades. Casa Mouladia par exemple. Casa del Mouladia, et je trouve que alors le foot peut rassembler, mais le foot peut aussi être une formidable manière de dire plein de choses qu'on ne dit pas ailleurs, et c'est vraiment un sport que je trouve extraordinairement populaire et qui peut permettre des rassemblements monstrueux, gigantesques, exceptionnels, et qui fédèrent, qu'on le veuille ou pas. Alors j'ai des gens qui me disent ouais, mais enfin c'est une dizaine de personnes qui courent derrière une balle. Oui, ok, mais c'est une dizaine de personnes qui courent derrière une balle qui fascinent la moitié de la planète quand même. Ouais. Et donc voilà, j'étais contente de mettre le foot vraiment au centre du roman. Dans nos richesses, il y avait une petite partie sur le football. Voilà, là j'en ai fait vraiment un sujet à part entière dans ce roman-là, mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc peut-être un roman sur le football ? Peut-être un jour un roman sur le football, on ne sait pas. L'histoire de Kautar, les petites descentes, c'est également l'histoire de l'espace public. Parce que finalement, les enfants dépendent de leur espace. Mais c'est l'espace public qui n'appartient à personne. C'est un espace public, c'est ça, c'est à la communauté. Et ce qui se passe en Algérie, du moins du point de vue sociologique, pour ceux qui analysent un peu la contestation populaire qui a commencé le 22 février 2019, c'est que c'est aussi une question de réappropriation de l'espace public. De l'espace public, oui, du dehors. Ah, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment un des enjeux majeurs, c'est de ressortir, de se réapproprier nos rues, nos bancs. Mais c'est aussi parce que on réapprend à vivre après les années 90. C'est aussi ça, parce que pourquoi on doit réapprendre à s'approprier les espaces publics, le dehors, ne pas juste sortir pour faire une course, ne pas juste sortir pour aller d'un endroit à un autre endroit, mais sortir flâner, marcher avec ça, c'est parce qu'on nous l'a confisqué dans les années 90, parce que sortir était dangereux, parce que marcher était dangereux, parce qu'un sac poubelle, ça pouvait cacher bien autre chose, parce que les bus pouvaient être dangereux, tout devenait dangereux dans les années 90. Donc se réapproprier l'espace public, c'est aussi se réapproprier la vie, se réapproprier la liberté, se réapproprier aussi une espérance, et c'est arrêter d'avoir peur de tout, peur du terrorisme, mais peur aussi de la société, de la rue, avoir poussé. Moi, je trouve que ce qui se passe en ce sens, c'est-à-dire même ces vendredis qui avant étaient mortellement ennuyeux. Le vendredi était une journée sans fin, il n'y avait rien, on faisait rien, tout était fermé, c'était des journées sauf si on part en montagne ou à la plage. Ah oui, je parle vraiment de la grande ville là. Oui, non, je suis d'accord. Ici, c'était épouvantable quand même. Alger était d'un ennui monstrueux. Pareil, le soir, il y a 20 ans, le soir, la nuit, il n'y avait rien. Et donc là, on est quand même hyper content que tout ait changé et que les gens sortent, autant femmes, hommes, vieux, jeunes, petits. Donc c'est la délivrance, comment on peut appeler ça ? C'est la délivrance. Dans le roman, moi, c'était se rendre compte que ce qui appartient à tout le monde, c'est vraiment nous aussi, qu'on est aussi concernés, qu'on est absolument concernés par la collectivité. Et c'est un peu le débat qu'a Youssef avec son père. Il lui dit, mais il n'est pas à vous ce terrain, il est à eux, ils ont des actes de propriété, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de leur prendre leur terrain. Et Youssef dit, mais non, en fait, ce terrain, il est à la communauté.
Et la communauté, c'est aussi moi, c'est tout le monde en fait, la communauté. Donc il faut se sentir concerné par ce qui se passe autour de nous. Il faut s'engager dans la communauté, c'est important. Parce que le sens de la communauté, notamment dans ce qui est écrit dans votre roman, Kawthar, n'est pas celui qu'on a ailleurs, notamment en Europe ou en France, où la communauté prend un autre sens. Oui et non. Moi, j'ai beaucoup de mal encore à tout à fait comprendre, avoir toutes les clés de ce qui se passe en Europe. Alors, ça fait quand même 10 ans que j'y vis. Mais oui, mais après, en France, il y a tous ceux qui se sentent extrêmement concernés, puis il y a ceux qui ne veulent pas du tout être concernés. Et peut-être que le juste milieu est plus dur à trouver. Mais il y aurait, par exemple, un roman formidable à faire sur les réunions de syndic et de copropriété en France. Ça a des enjeux monstrueux. Ça arrive à être dans des situations d'une violence inouïe. Ça, ce serait truculent, je pense. Justement, quel commentaire faites-vous justement de ce qui se passe actuellement en France? Parce qu'on a l'impression que c'est un pays qui s'est installé presque dans la rébellion. Dans la violence. Oui, dans la violence, parce qu'on a vu les scènes, notamment aux Champs-Élysées, le quartier UP de Paris, etc., avec le mouvement des Gilets jaunes, la contestation contre la retraite, la réforme de la retraite, etc. Est-ce que c'est un pays qui s'installe dans un dégagisme pacifique qui peut éventuellement évoluer en violence? Écoutez, si on écoute Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y a pas de violence policière, non, mais si on regarde les images, oui. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'il y a une vieille dame, algérienne d'ailleurs, Zineb, dont le nom m'échappe, je suis absolument navrée, à Marseille, qui a voulu fermer sa fenêtre et qui est morte d'un tir de balle à Marseille lors d'une manifestation. Elle n'était même pas dehors, elle n'était même pas en train de manifester. Non pas que ça aurait excusé quoi que ce soit, mais cette dame était chez elle, c'était une vieille dame, elle a voulu fermer sa fenêtre et elle est décédée d'un tir de grenade chez elle. Donc on en est quand même là dans ce pays. Effectivement, c'est une situation assez explosive, en tension et compliquée, oui. Alors, un dégagisme, oui, mais Emmanuel Macron, c'est aussi présenté de cette façon-là, en disant que ce n'est plus ni la gauche ni la droite, que c'est le nouveau monde, etc. Alors malheureusement, le nouveau monde ressemble beaucoup à l'ancien monde. Vous croyez vraiment à cette histoire du nouveau monde? Non, on n'y croyait pas, mais... Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de... On n'est ni gauche ni droite, puis, on est ni de gauche ni de droite, mais on a autour de nous beaucoup de gens de la gauche et beaucoup de gens de la droite. Ce qui fait, en fait, on est de gauche et de droite en même temps. Et vous-même, vous êtes ni de gauche ni de droite? Moi? Ah non, c'est pas vrai. Simplement, moi, je vote pas en France. J'ai pas la nationalité, donc je vote pas. Ah non, moi, je suis de gauche. Enfin, sinon, en termes d'esprit, je suis de gauche aussi. Ouais. On a entendu défendre effectivement les Français qui manifestent dans la rue. On revient, si vous voulez, parce que la littérature mène partout, vous le savez. On peut parler du football, comme on peut parler de violence, de la littérature, et de la politique, etc. Le roman des Petits de décembre parle également du pouvoir de l'armée, d'une manière ou d'une autre, de ces généraux qui pensent qu'ils ne peuvent tout avoir parce qu'ils ont une certaine légitimité, disons, parce qu'il y avait l'ancienne légitimité des années de l'indépendance, la Garde de libération nationale, la glorieuse ALN, Armée de libération nationale, et puis il y avait la deuxième légitimité, celle des années 90, la lutte contre le terrorisme. Alors moi, ce que je voulais surtout, c'est montrer un monde qui s'effondre, en fait, dans le roman, et c'est vraiment à ça qu'ils assistent. D'abord, ils sont extrêmement choqués de ce qui se passe. Ils arrivent, ils ont un acte de propriété, ils ne pensent pas une seconde qu'il y aura un problème, parce qu'on leur dit que le terrain est inhabité. Eux, ils arrivent un matin, ils ont leur plan, et d'ailleurs, ils se présentent très, très courtoisement à des là qui connaissent de notoriété, de nom, etc. Ils sont très contents de l'avoir comme voisine. Ils ne se rendent pas compte une seconde qu'ils sont qui sont mal vus, mal perçus et qui vont être mal accueillis. Donc pour eux, déjà, c'est un premier coup dur. Parce qu'ils ils tombent vraiment des nues en découvrant que ce terrain, il est occupé par les enfants, qu'il est hors de question qu'on y construise des maisons, etc., etc. Ensuite, l'un d'entre eux est très paranoïaque. Il faut une voyante, il a très peur, il est paranoïaque, mais il est aussi très effrayé, il a peur de tout. Et sa voyante lui a dit qu'il y a un grand danger qui viendrait de la couleur rouge. Et, manque de bol, sur ce terrain, il y a aussi une vieille folle qui a des cheveux rouges et qui erre dans la cité. Ouais. Et donc, il est persuadé
qu'il y a quelque chose en Il y a un fait mal dans qui les arrive. esprits Ouais. du monde, que le monde est contre lui et qui va se passer. Donc tout ça, enfin la paranoïa plus la frayeur, ça donne rarement des choses très bien. Donc pour moi, c'était surtout montrer un monde qui s'effondre totalement parce que le monde tel qu'ils l'ont connu fonctionne pas. Celui basé sur des dossiers, on sait tout sur tout le monde, etc. En fait non, parce que les enfants, personne n'a de dossier sur eux. Les enfants, on connaît pas leurs opinions. Les enfants, on les met pas sur écoute, ils ont pas de téléphone. On peut enfants, pas les accuser on peut rien faire de avec rouler des pour enfants. l'étranger. Non, les enfants, on peut rien faire. Donc comment on fait quand on a face à nous des individus qui sont hors contrôle, qui sont complètement hermétiques à toute pression? Comment on fait en fait? C'est ingérable, totalement ingérable pour qui que ce soit. Et c'est ce qui se passe. Ils ont 40 petits individus hors contrôle. Et donc ils vont essayer au début, ils vont avoir le premier réflexe, c'est de dire mais ils sont où vos parents, où sont vos pères? Les enfants vont leur dire mais il y en a un, il va dire moi mon père il dort, moi le mien il est à la mosquée, mais c'est pas vrai, il est au café, etc. Puis il y en a un qui va venir leur dire mais on s'en fout, ils sont nos pères, nous on est là, c'est avec nous vous allez parler. En fait c'est nous pas avec nos pères, pas avec vos pères. Et ça les met extrêmement mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler à des enfants. Mais quel adulte a l'habitude finalement de parler à des enfants? Aucun adulte dans cette cité ne parle vraiment à ses enfants. Donc en fait ils se retrouvent complètement démunis et tout leur monde s'effondre. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais moi ils me font presque de la peine parce que une lectrice m'a dit ça, ils me font presque de la peine parce que on voit que ils ne s'en sortent pas, que leur monde s'effondre et qu'ils ne peuvent se rattraper à rien. Et c'est vraiment ce que j'avais souhaité raconter. C'est un peu ce truc qui est en train de s'effriter autour d'eux. On est dans ça aujourd'hui en Algérie, si on peut passer à la réalité. Non. Alors c'est pour ça que je redis, c'est vraiment de la littérature, c'est de la fiction, c'est du roman. N'allez pas trop loin. non, c'est du roman. Non, c'est vraiment dans le roman. Oui. Puis il a été écrit, encore une fois, bien avant. En 2007. Mais est-ce que aussi c'est parce que votre roman, il incite la réflexion sur plusieurs pistes, pas uniquement la piste qu'on peut penser simple, sur l'autorité parentale. Est-ce que c'est pas aussi une... Mais l'autorité parentale, puis même sur la question de l'individu, à quel moment est-ce qu'on devient adulte en Algérie? L'axrel, t'as 30 ans, on te dit ça, Mazaxrel. On vous a dit ça? Ah, bah tout le monde, pardon, mais je suis sûre qu'on vous le dit à vous aussi. Oui, jusqu'à maintenant. Mais t'as rappelé longtemps. Axrel. Voilà. D'où vient cet esprit? Moi, je pense que tu n'as pas fait la guerre, tu n'as rien fait. Et le problème, c'est que la guerre est finie depuis 62, donc on est très nombreux à ne pas avoir fait la guerre. Il y a un peu une tradition de guerre, puis un rapport en fait aussi culturel, sociétal aux enfants. Les enfants sont un prolongement de soi. Ils seront comme nous et ils feront ce qu'on voudra et on va décider pour eux. Qui n'est pas vrai. Les enfants, on est responsable d'eux jusqu'à un certain moment et on doit bien les laisser ensuite grandir, faire ce qu'ils souhaitent, avoir leurs propres convictions, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Dans mon roman, on a des parents qui sont extrêmement autoritaires, mais c'est aussi des parents souvent militaires, donc qui ont aussi l'habitude de dire des choses très carrées, l'autorité, etc., etc. Les enfants se rebellent totalement contre cet ordre établi, celui des adultes et celui de l'autorité. Et vous-même, vous êtes devenu mère quand t'as Oui, c'est vrai, mais il a que 9 mois. Pour le moment, c'est moi qui décide. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous allez laisser faire ce qu'il veut, votre fils? Pour le moment, il fait déjà beaucoup ce qu'il veut. Et j'ai vraiment déjà pas beaucoup d'autorité sur lui. Il s'appelle Smaïl, c'est ça? Oui, c'est ça. Justement, je voulais parler aussi d'un autre roman, avant celui-là, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous rencontrer pour en parler. Sauf brièvement, je pense que c'était au Salon du Livre en 2017. Oui, Nos richesses. Nos richesses, c'est une histoire, là c'est pas un terrain vague, c'est l'histoire d'une librairie, à côté, juste ici, à Alger Centre. Alger, la rue Ahmani, c'est ça. C'est toujours l'espace, donc l'espace est pour vous important dans l'écriture littéraire. Le lieu est important. Moi je pense que mais alors c'est vraiment une conviction peut-être d'algérienne, un peu chauiste, mais je pense qu'on a un pays avec une histoire extraordinairement riche, que ce soit l'histoire passée ou l'histoire contemporaine, et qu'on peut se mettre à peu près partout et creuser et jouer aux archéologues, et on trouvera toujours une histoire à raconter. Et qu'on trouvera toujours des histoires même à raconter. Et là, en l'occurrence, effectivement, Hamani, je suis tombée sur cette bibliothèque un peu par hasard. Et il y avait ce portrait, à l'époque, ça s'appelait Les Vraies Richesses. Maintenant, c'est une bibliothèque de près. En venant à la radio, je suis passée d'ailleurs les saluer. Et je vois ce grand panneau d'Edmond Charlot, cette photo d'Edmond Charlot que je ne connaissais pas du tout. Et en creusant, je trouve une histoire extraordinaire
qui brasse quasi un siècle d'histoire, d'histoire de l'édition, mais aussi de l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la littérature française, l'histoire des écrivains ensuite algériens. Moi, ça m'a mené partout. Ça m'a emmené chez Sénac, cette histoire m'a vraiment ouverte 1000 portes. Et je pense que ça, c'est tout à fait possible en Algérie d'aller n'importe où et de raconter une histoire. Voilà. Oui. Et justement, vos 4 romans se déroulent en Algérie. Oui. Ouais. L'Algérie, c'est le territoire de votre écriture. Il ne peut pas être notre territoire. Il pourra peut-être un jour, sans doute, être ailleurs. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas sur les prochains livres que j'écrirai, il est en Algérie, même si j'ai d'ores et déjà commencé un travail sur un livre qui se passait ailleurs, en Afrique, mais ailleurs. Voilà. Mais c'est un nouveau roman ? Oui, mais plus tard encore. Là, je commence juste à ramasser un peu de la doc, mais ce sera plus tard. Mais c'est effectivement, il sera ailleurs, mais sur des questions qui m'interpellent, qui peuvent interpeller tout Algérien. Et non, ça peut être ailleurs, mais en même temps, moi, ça ne me gêne pas que ce soit en Algérie. Je trouve que c'est très bien que ce soit en Algérie. Ouais. Et c'est vrai que c'est une question qui ne doit pas étonner, parce qu'on a plein d'auteurs. On a des auteurs anglais qui n'écrivent que sur l'Angleterre, des auteurs américains qui n'écrivent que sur les États-Unis. Et nous, on doit aussi être capable de dire qu'on écrit que sur l'Algérie si on en a envie. Et si on n'a pas envie, c'est tout à fait possible de faire ailleurs. Et encore une fois, moi, mes romans, ils ont trouvé écho Nos richesses, il a été traduit dans une douzaine ou quinzaine de langues. En Chine, il est lu en Chine, il est lu au Japon, il est lu en Amérique latine. Et ça, c'est le pouvoir de la littérature, c'est de dépasser les frontières. Et grâce aux traducteurs qui sont les passeurs de livres, on peut avoir des échos partout. Ça se passe en Algérie, le terrain vague, il se passe en Algérie, il pourrait se passer n'importe où. N'importe où. Dans le monde entier. Ouais. Vous avez écrit aussi votre premier roman, Ballerine de Papicha, 2010, 9 ans après. Est-ce que c'est une continuité ? Est-ce que c'est notre âge ? Les Petits Décembre, moi, quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais un peu le même sentiment que c'est marrant des Ballerines de Papicha. Ouais. J'avais commencé à écrire 10 ans plus tôt. Ouais. Parce que les Ballerines de Papicha, j'ai commencé à l'écrire en 2006. En 2006 ? Ouais, c'est 2006 où j'ai commencé à avoir cette idée-là, et ça m'a pris plusieurs années pour vraiment le construire et l'écrire. J'allais dire le fabriquer, mais c'est presque ça. Et en fait, les Ballerines de Papicha, je vivais à Alger et je commençais à réfléchir à aller étudier à l'étranger. Et avant de partir, j'avais envie de faire une espèce de photo de cette ville. Et j'avais l'impression que la ville était en plein de mutations, plein de changements. On était sur la fin c'était les derniers attentats à Alger. Ouais. C'était la période, c'était les attentats de l'ONU, c'était les dernières bombes. En 2007, ouais. En 2007. Et j'avais ce sentiment-là d'un espèce de changement radical qui se passait dans la ville. On terminait, on sortait d'un espèce de gros chapitres de terrorisme, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va devenir en fait ? Comment on fait pour vivre après avoir vécu pendant des années, avoir peur de son voisin, des gens, avoir peur de sauter sur une bombe, avoir peur de se faire tuer ? Comment est-ce qu'on vit après ? Et qu'est-ce que ma génération, qui n'a grandi que là-dedans, qui a vécu 20 ans là-dedans, qu'est-ce qu'elle va être en fait ? Comment on grandit dans le terrorisme, et qu'est-ce qu'on devient comme adulte ensuite ? Est-ce qu'on devient un adulte un peu anxieux, angoissé ? Est-ce qu'on devient un adulte qu'est-ce qu'on devient en fait ? Qu'est-ce que deviendra ma génération ? Parce que ce n'est pas anodin de grandir comme ça. Et j'avais envie de raconter ça, cette espèce de page qui est en train de se tourner, mais vraiment ce dernier mouvement, cette dernière, ce passage à un autre chapitre. Je ne savais pas ce qu'il allait devenir, évidemment, ce chapitre, ces 10 prochaines années, je ne savais pas. Mais je voulais isoler ce moment-là. Et les pierres dans ma poche, c'est un peu ce sentiment, les petites décembre, pardon, c'est un peu ce sentiment que j'ai eu quand ce musicien était arrêté, que les gens sont sortis, quand ce terrain vague, un peu quelque chose, oui, de 10 ans plus tard, on est autre chose. Et j'ai eu encore le sentiment, cette page qui est en train de se tourner, et c'est ce que j'ai eu envie, du coup, de raconter. Mais c'est marrant, parce que pour moi, c'est des livres qui n'ont rien à voir dans la narration et dans les personnages, si ce n'est qu'il y avait déjà des enfants dans les Ballerines de Papicha, mais c'est un peu des livres miroirs quand même, dans la mesure où tous les deux sont arrivés à une période qui, pour moi, était une période de fin de quelque chose. Justement, votre livre en France a été traduit Lambert des autres. Mais, le premier, oui. Le premier, Ballerine de Papicha, visiblement, oui. Vous n'avez pas aimé ce changement. Non, en fait, c'était pas mon titre. Une fois, vous savez, c'est comme un enfant. Une fois que vous lui avez donné mon prénom, moi, c'est comme si on me disait, il faut choisir un autre prénom pour votre enfant. C'est très compliqué, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai dit, bon, dans ce cas, c'est l'éditeur qui choisit. Parce que si l'éditeur veut changer, très bien. Mais c'est l'éditeur, parce que moi, je suis pas capable de repenser un titre. Une fois qu'on l'a pris, le titre est là.
Et les ballerines de Papicha, en plus, c'était mon premier roman. C'était il y a 10 ans déjà. Mais l'éditeur trouvait... C'était Actes Sud, mon premier roman, et c'est Actes Sud qui avait racheté l'édition, effectivement, chez Balzac. Les autres sont parus au Seuil ensuite. Mais Actes Sud trouvait que c'était un peu compliqué comme titre parce que Papicha ne signifiait rien pour le lectorat français. C'était même pas un mot arabe, c'était de l'argot. C'est plutôt un argot, d'ailleurs, algérois. On ne dit pas Papicha Oran, enfin voilà. Et donc, avait souhaité un changement de titre auquel je n'étais pas vraiment opposée parce que je pouvais comprendre l'enjeu à l'époque. Mais je pense qu'ils se sont trompés parce que, preuve en est, le film Papicha de Mounia Mdouri fonctionne très bien et il n'y a aucun problème. Ouais. Et moi, j'étais tellement contente de voir qu'un film s'appelait Papicha. Enfin, ça faisait écho à plein de choses pour moi d'un point de vue littéraire. Et donc, je pense qu'il aurait pu tout à fait exister effectivement sous le titre des ballerines de Papicha. Vous avez vu le film de Mounia Mdouri? Oui, je l'ai vu. Oui. Vous en pensez? Je trouve ça vraiment bien et je trouvais que l'idée était d'imaginer un défilé de mode à cette époque était vraiment intéressante et c'est vraiment génial d'avoir des femmes qui sont capables de rayonner et ça c'est assez formidable dans un milieu assez masculin encore partout dans le monde qui est encore très très masculin. L'histoire se passe dans une cité universitaire. Est-ce que vous allez justement écrire sur les années 90? Vous les avez vécues cloîtrées quelque part à Alger? Non, mais j'étais très petite. J'avais 8 ans en 94, un peu plus en 2010, on fera le calcul. Mais est-ce que, en fait, c'est marrant parce qu'on m'a beaucoup questionné en me disant mais il y a rien, personne n'écrit sur les années 90. Moi, je suis pas d'accord. Il y a eu énormément de livres sur les années 90 en littérature. Il y en a une tonne. Ne serait-ce que Aziz Chouaki, mais bien sûr, Maïssa Abbé, plein de livres sur les années 90. Les gens ont oublié ça. Ou l'ont pas lu. Parce qu'en arabe aussi, il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres sur cette période. Non, moi, je pense qu'il y en a eu énormément. Dans des pierres dans la poche, j'en parle un petit peu. Pas beaucoup, mais j'en parle un petit peu. Je pense que je ne me l'interdirai pas, mais moi, j'ai toujours un peu peur du côté voyeuriste, en fait. Et j'ai toujours un peu... Et du côté pathos en fait, et donc il faut pouvoir bien le raconter et je ne suis pas sûre d'avoir moi fait tout le travail que j'avais à faire très personnel sur ces années-là pour pouvoir être encore capable aujourd'hui d'avoir la maturité nécessaire pour pouvoir écrire quelque chose qui ne serait pas entièrement tourné sur moi-même, qui ne serait pas du pathos, qui ne serait pas du voyeurisme non plus. Et ça pour moi c'est important. J'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Enfin, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose. Et le jour où je serai capable de le faire, je le ferai sans problème. Voilà. Justement, il ne reste pas beaucoup de temps. Comme tel, dernièrement, il y a eu toute une polémique en Algérie provoquée par un autre auteur qui édite aussi chez le même éditeur, Balzac, Kamel Daoud, sur l'histoire de Hirak. Bon, oui, j'ai lu. Il a écrit un texte où il a analysé à sa manière la situation en pensant que le mouvement de contestation, probablement qu'il a échoué, qu'il fallait voir d'autres voies. Il a été critiqué pour ça et parfois assez durement, notamment sur les réseaux sociaux. Kamel Daoud a répondu. Est-ce que vous en pensez quoi d'abord? Vous pensez quoi de cette polémique? Est-ce que vous pensez écrire sur ce mouvement de contestation, le Hirak, ne serait-ce que sous forme de chronique? Alors moi j'ai écrit un seul texte me semble-t-il sur le Hirak qui est paru dans le journal Le 1 l'année dernière où je disais tout l'espoir que ce mouvement avait réveillé en moi, toute la frustration aussi parce que moi j'étais enceinte jusqu'au possible à ce moment-là et la frustration de suivre ça depuis son canapé et puis depuis son canapé bloqué totalement mais aussi ce que ça voulait dire pour moi d'avoir un enfant à ce moment-là qui avait la nationalité algérienne qui naissait une année de Hirak, qui naissait dans une Algérie différente, de voir ces millions de personnes dans la rue. Moi à titre tout à fait personnel, de manière vraiment très prosaïque, ça a été un moment d'espoir absolu. Donc, est-ce que après écrire plein de choses là-dessus? Non, parce que je pense, alors en tant qu'écrivaine, je pense vraiment que moi j'ai besoin d'avoir quand même du recul sur les événements pour pouvoir les comprendre, les raconter, etc. J'en ai pas du tout aujourd'hui sur le Hirak, c'est trop nouveau pour moi, etc. Et puis je ne suis pas, Kamel, il est journaliste, faut pas l'oublier, donc il est tout à fait dans son rôle lorsqu'il écrit des articles, des chroniques, etc. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, à un moment, j'ai failli l'être, et je l'ai été un petit peu. J'ai travaillé avec Adlan Mehdi, notamment à Al-Watan.
j'ai un peu travaillé en France aussi. Puis j'ai décidé que je ne souhaitais absolument pas avoir un travail qui ressemblerait de près ou de loin à l'écriture, parce que je voulais pouvoir vraiment faire de la fiction, du romanesque, et que même lorsque j'utilisais quelque chose de réel, comme dans Nos richesses et dans Charlot, etc., je voulais le traiter d'un point de vue littéraire. Et je n'avais pas envie de valser de l'un à l'autre. Moi, je n'en étais pas capable, je n'en avais pas envie. Donc, j'ai décidé que ça serait autre chose, que ma vie serait différente. Kamel, pour moi, et je suis aujourd'hui vraiment souvent questionnée sur cette question-là, je dirais toujours la même chose en premier lieu sur Kamel. C'est qu'il a le droit de dire et d'écrire ce qu'il veut, et qu'il est extrêmement important que tout le monde le respecte et entende qu'on a la possibilité de dire et d'écrire ce qu'on souhaite. Aussi, même si on n'est pas d'accord. Et par contre, tout le monde a le droit de critiquer ce qu'il dit et ce qu'il écrit, et tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Ça, pour moi, c'est des droits inaliénables. Est-ce que je suis d'accord maintenant sur l'essence de ce qu'il dit, c'est-à-dire est-ce que je pense, moi, que le halak est un échec? Eh bien, écoutez, non, en fait. Récemment, j'ai lu une interview d'Asia Argento, qui est actrice, et sur le mouvement MeToo, et qui, elle, disait que ce mouvement, vraiment, c'était devenu quelque chose d'épouvantable, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est comme si on disait que le mouvement MeToo avait échoué parce que Polanski était nominé au César. Je ne suis pas du tout d'accord. Le mouvement MeToo a permis des choses extraordinaires. Il a permis de libérer la parole sur les violences faites aux femmes. Il a permis de faire tomber des personnes sur lesquels on pensait qu'il ne pourrait jamais rien se passer. Il a permis de sensibiliser énormément de personnes. Le halak, il a permis de cesser une pratique à un moment donné. Qu'on ait recommencé aujourd'hui d'autres pratiques, je ne dis pas le contraire. Qu'on ne soit pas dans la situation rêvée idéale, je ne dis pas le contraire, mais qui aurait pu penser il y a 3 ans qu'on serait quand même déjà là? Il a quand même permis de se réapproprier l'espace public. Il a permis une solidarité intergénérationnelle et entre Algériens incroyable. Il a permis de faire sortir des millions de personnes dans la rue, et il va falloir compter avec ces millions de personnes. Et moi, tout à fait, à titre vraiment très personnel, je trouve que c'est déjà une réussite. Est-ce qu'elle suffit? Non. Est-ce que ça ne doit rester que comme ça? Non, je ne pense pas. Moi, en tout cas, à titre personnel, je ne pense pas. Mais ma position, elle n'est pas aussi pessimiste que celle de Kamel. Mais j'ai aucun problème à ce que Kamel écrive ce qu'il écrit ou dise ce qu'il dit. Moi, ça ne me gêne pas qu'on soit 15 000 voix différentes. C'est son avis personnel. Il faut qu'on ait plein de voix différentes. C'est ça, une démocratie. Il faut l'accepter. Je rappelle que MeToo, c'est un mouvement mondial qui a été créé contre le harcèlement sexuel contre la femme, notamment après l'affaire de roman Polanski et Weinstein, qui est un producteur américain, puissant producteur de Hollywood, et qui est en procès aux États-Unis. Dernière question, je sais que le débat est passionnant avec vous, Kawthar Adimi. Est-ce que vous pensez qu'Abdelaziz Bouteflika, président algérien pendant 20 ans, est un personnage de roman? Il pourrait, franchement. Non, mais c'est vrai, il pourrait. Moi, je pense que toute l'histoire des présidents algériens serait une histoire de roman, car ils ont tous eu une fin romanesque. Ah oui, jusqu'à présent, oui. L'un a été mort, l'autre a été destitué, l'un a été tué. Voilà, on pourrait faire des romans sur chacun d'entre eux. Oui, et pourtant, on n'a pas encore écrit un roman sur Boumedienne, par exemple. Non, mais je pense qu'effectivement, en fait, je pense que on a encore peut-être du mal à mélanger. C'est soit on fait beaucoup de fiction, soit on fait des livres historiques, et peut-être que le mélange des deux, c'est pas encore quelque chose qu'on fait beaucoup, mais on le fera, c'est sûr. Le roman historique. Ou le roman de non-fiction, comme font beaucoup les Américains, c'est-à-dire de s'approprier une réalité et de la raconter. Mais je pense qu'un jour on y viendra. Merci beaucoup, Kawthar. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu à Accès Libre sur Radio M et Radio M Post. Je rappelle que Kawthar Adimi a publié aux éditions Barzakh Les Petits de décembre. Le livre est paru également au Seuil en France, et sûrement Kawthar nous prépare un autre roman. Oui, bien sûr. Je reviendrai. Sûrement, vous êtes la bienvenue chez nous, comme tous les écrivains, acteurs de l'action, de la culture et des arts. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Notre émission est sur tous les supports, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, de Radio M et Radio M Post. On se retrouvera très bientôt avec un autre débat sur la culture également. Au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.